maintenant sur l'envers de la dette en Afrique, il faut voir ce qui s'est passé depuis l'an 1000. Je dessine brièvement l'Afrique. En l'an 1000, les Africains, ils naviguaient jusqu'en Chine. Il y avait de très grands États en Afrique. À la même époque, nous, en Europe, on clapotait péniblement dans la Méditerranée. Donc, en l'an 1000, les Africains, ils avaient l'économie de subsistance, ils avaient l'échange local, et ils accédaient à l'économie monde, à la macropolitique, à l'économie monde, etc. De même, il y a tout le travail d'Anta Diop sur l'influence, enfin, le rôle des civilisations africaines dans l'Égypte, etc. Donc, tout ce mépris que nous avons, et qui est au cœur de ces relations franco-africaines, ce mépris qui consiste à dire qu'il n'y a pas de créativité politique et culturelle en Afrique, est une absurdité totale. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? À partir de 1500, il y a eu les Portugais qui ont encerclé l'Afrique, de 1400 et 1450, en l'espace d'un siècle. Autrement dit, avec cet encerclement, et puis ensuite l'esclavage, on a capturé l'étage supérieur, l'accès à l'économie monde de l'Afrique. Ensuite, avec la colonisation, on a folklorisé l'étage intermédiaire. On l'a aliéné, l'étage de l'échange local. Et l'Afrique n'a réussi à survivre à ces 3 ou 4 siècles d'agression épouvantable qu'en se repliant sur le rez-de-chaussée du clan, de la famille, en hypertrophiant les solidarités de cet étage. Donc ça a été quelque chose de formidable pour l'Afrique, parce que quelque part, c'est ce qui lui a permis de survivre. Et ces solidarités-là sont très importantes. J'ai écrit tout un livre sur ce fonctionnement à partir de Braudel, et on s'aperçoit bien que, en permanence, c'est de là que tout repart. C'est là que sont les gènes des civilisations, c'est de là que les valeurs d'une société peuvent repartir. Qu'est-ce que c'est que conquérir l'indépendance? À partir de 1960, c'était pour les Africains reconstruire les étages qui avaient été détruits par la colonisation et l'esclavage. Et donc vous allez voir que tout ce que je vais vous expliquer maintenant de la France-Afrique, ça a été un jeu depuis 40 ans qui a consisté en permanence, par toutes sortes de moyens politiques, économiques, barbouzards ou idéologiques, de faire retomber en permanence l'Afrique dans ce niveau-là, en lui disant vous n'êtes pas capable de déployer des règles du jeu, qu'elles soient économiques, politiques, culturelles, à ce niveau-là, ni d'accéder à l'économie monde. Et donc c'est cela l'enjeu dont je vais débattre, dont je vais vous parler maintenant assez brièvement. Qu'est-ce que c'est que la France-Afrique? La France-Afrique, c'est ce qui a été mis en place en 1960, au moment où De Gaulle, à cause de la pression de l'histoire, a dû accorder l'indépendance aux pays d'Afrique. Il a à ce moment-là décrété une nouvelle légalité internationale, l'indépendance. Et en même temps, il a chargé son bras droit, Jacques Foccart, de faire exactement l'inverse. Pour 3 ou 4 raisons. D'abord, pour maintenir le rang de la France à l'ONU avec un cortège d'États clients, pour maintenir l'accès aux matières premières stratégiques, le pétrole, l'uranium, ou aux matières premières juteuses comme le bois, le cacao, etc., pour maintenir le financement de la vie politique, parce que je vous parlerai tout à l'heure des chiffres de détournement de la rente pétrolière ou du bois, etc., ça représente des centaines de milliards. Et les affaires dont on vous parle en France, ce sont des lotos paroissiaux par rapport aux financements politiques qui viennent de l'Afrique. Alors, ça c'était la 3e raison. Et la 4e, qui m'est apparu plus récemment à travers un certain nombre de travaux historiques, c'est le rôle de sous-traitant de la France dans la guerre froide au service du camp occidental, c'est-à-dire empêcher une partie de l'Afrique de basculer du côté du camp communiste. Donc, pour ces 4 raisons, De Gaulle demande à Jacques Foccart de faire exactement l'inverse de ce qu'il dit. Alors, c'est là qu'il faut comprendre le problème. C'est que si on décrète une nouvelle légalité internationale, et qu'on fait exactement le contraire, ce qu'on fait est illégal, ne peut être fait que de manière occulte, cachée. Et c'est pour ça que toutes ces relations franco-africaines sont très majoritairement cachées aux yeux du public, parce qu'elles sont inavouables, puisque la nouvelle légalité, c'est l'indépendance. Autrement dit, la France-Afrique, c'est comme un iceberg.
vous avez 10% d'émergés, la France, patrie des droits de l'homme, meilleure amie de l'Afrique, généreuse, etc., toute une face immaculée dans la relation franco-africaine, et vous avez 90% d'immergés, qui est la réalité profonde de la réalité franco-africaine, qui est le système mis en place par Jacques Foccart et qui visait à maintenir la dépendance. Quels étaient ces moyens inavouables? Je vais très vite parce que je voudrais ensuite passer à l'actualité et puis aux enjeux actuels. Quels étaient les moyens parallèles, illégaux, inavouables, de tenir cette relation franco-africaine? Le premier, ça a été de faire un grand ménage pour choisir des chefs d'État amis de la France, souvent d'ailleurs avec la nationalité française, parfois tout simplement des agents des services français comme Omar Bongo, qui vivent souvent en France d'ailleurs, tous ces gens-là. Donc on a choisi des proconsuls à la peau noire. On les a choisis comment? D'abord par une guerre civile épouvantable au Cameroun, qui a fait entre 100 000 et 400 000 morts, une guerre digne du Vietnam qui ne figure dans aucun manuel d'histoire. Ensuite, en assassinant les chefs d'État légitimes élus par la population, comme Sylvanus Olympio au Togo, qui a été assassiné par 4 sergents-chefs revenant de la guerre d'Algérie, dont l'un d'entre eux est toujours au pouvoir, Eyadema, tout cela sous la supervision de l'officier français qui était chargé d'assurer sa sécurité. Barthélemy Boganda, par exemple, le centrafricain, est mort dans un accident d'avion suspect, donc on a fait un grand ménage. Ensuite, les autres, on les a promus par la fraude électorale ou par la corruption, les moyens classiques. Il n'y en a qu'un seul qui a résisté, qui est Sékou Touré, mais qui a connu tellement de vrais complots en l'espace de 2 ans qu'il a fini par en voir défaut et par devenir paranoïaque, donc par être écarté quelque part du jeu. Donc, on a mis en place un certain nombre de chefs d'État amis et on a pu tenir ce système par un ensemble de mécanismes parallèles que je n'ai pas beaucoup le temps de décrire, mais sur lesquels on reviendra si vous voulez. C'est une présence mercenaire, mais ces mercenaires comme Bob Denard, c'était déjà des vrais faux mercenaires, puisque chaque fois qu'il avait un procès, l'ensemble des services secrets venait dire « Mais monsieur Denard travaille pour nous. Ce n'est pas un mercenaire, c'est un corsaire de la République. » Donc on voit bien que c'était des moyens occultes qui en fait ne trompaient pas grand monde. Mais il y a d'autres moyens beaucoup plus subtils, beaucoup plus forts. C'est les entreprises faunées des services secrets français, notamment ELF, dont le Floch Prigent, l'ancien PDG, nous explique simplement que ELF, c'était le faux-nez des services secrets français, c'est-à-dire que les dizaines, les centaines de milliards prélevés sur le pétrole, entre le prix d'achat très faible et le prix de vente, et aussi avec les quantités de cargaisons non déclarées, une cargaison non déclarée,